Voici le Outlander PHEV 2024. Ça, c'est une voiture que vous allez voir encore et encore et encore à plus de millage. Elle a été approuvée par notre directeur des programmes. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous présente cette voiture-là, mais surtout, je vous explique pourquoi j'ai choisi un Outlander PHEV et non pas le fameux Saint Graal, le RAV4 Prime. Je vous amène avec moi pour la ride. Allons-y. Je vous ai promis dans l'intro de vous expliquer pourquoi j'ai choisi le Outlander PHEV et non pas le RAV4 Prime. C'est quelque chose sur lequel on va revenir un peu à quelques moments dans l'épisode, donc je ne vous dirai pas mes conclusions tout de suite. C'est quelque chose qu'on va vraiment finaliser là, à la conclusion de l'épisode. Il va falloir que vous restiez avec nous. Mais au travers de l'épisode, vous allez avoir quelques commentaires là-dessus. Pour commencer, on va vous expliquer c'est quoi le Outlander PHEV. Bien, Mitsubishi, depuis 2013, mais environ 2018 au Canada et en Amérique du Nord, font des variantes électrifiées du Mitsubishi Outlander, leur VUS comme compact, intermédiaire, un peu à mi-chemin entre ces deux segments-là. Historiquement, il y avait un moteur un peu plus petit puis une batterie d'à peu près 13,8 kWh. En 2023, Mitsubishi est arrivé avec une variante PHEV du nouveau Outlander qui a été lancé en 2021, qui est sur la même plateforme que le Nissan Rogue. Donc, c'est un peu particulier, hein? Plateforme Nissan, l'Outlander est basé sur le modèle Nissan, utilise le moteur 2.5 litres à aspiration naturelle de Nissan. Mitsubishi a pu adapter la mécanique de l'ancien Outlander et la mettre ici. Ils sont arrivés avec une batterie de 20 kWh, un peu plus de puissance, plus d'autonomie, bref, un véhicule plus gros, plus accompli. Puis on va vous parler de ce qu'il y a sous le capot là, dans quelques instants. Et c'est vraiment le pain et le beurre de Mitsubishi en ce moment. Le concessionnaire où on l'a choisi nous ont dit que le 2/3 des véhicules qu'ils livrent en ce moment, ce sont des Outlander. Et c'est une voiture qu'on va utiliser dans un certain nombre d'épisodes, là, à plus de millage, pour vous la présenter en termes généraux aujourd'hui. Mais j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme essai dans le futur. Est-ce que vous allez vouloir voir des tests d'autonomie électrique, des tests d'économie d'essence sur l'autoroute, peut-être un test de recharge rapide. On a la capacité de recharge rapide. C'est un des rares PHEV qui permet ça sur le marché. De profil, bon, vous voyez la taille du véhicule. Je l'ai déjà un peu expliqué, là, entre deux segments. On note aussi que Mitsubishi a écrit EV, en gros, ici, avec un tout petit plug-in hybrid. Donc, c'est évidemment la seule voiture électrifiée. Ils veulent mettre l'emphase sur la portion Electric Vehicle, EV, pas sur la partie plug-in, mais c'est quand même correct dans la mesure où c'est une voiture qui est plus près dans son architecture d'une voiture électrique que de la typique voiture hybride branchable, un sujet sur lequel on va revenir quand on sera sous le capot. La version qu'on essaie aujourd'hui, c'est le LE. Donc en termes de gamme, il y a le ES, qui est très peu disponible, beaucoup acheté entre autres par les agences gouvernementales, ce genre de choses-là. Quelques mois d'attente, un genre de 4 mois. Possiblement quelqu'un qui en commande un aujourd'hui va être capable de l'avoir d'ici la fin de l'année. Aussi certaines concessions qui semblent en avoir en stock là, ou en arrivage. Le LE, le modèle qu'on essaie aujourd'hui, un peu plus d'équipement. Il y a le SEL aussi qui vient avec un intérieur capitonné, qui est quand même superbe. Puis il y a les versions GT qui sont plus dispendieuses. Le prix de cette voiture-là, c'est à peu près 54 000 plus taxes moins les subventions. Il est admissible à 10 000 de subvention jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on a une réduction de la subvention au programme Rouler Vert qui tombe, je crois, à 2 000 pour les PHEV. Donc, 7 000 globalement quand on inclut la subvention fédérale. Donc, c'est quand même un des rares PHEV avec le plein 10 000 de subvention d'ici la fin de l'année. D'autres modèles, par exemple le CX-90, le Ford Escape hybride branchable qui ont seulement droit à 7 500 $. Et bien évidemment, le RAV4 Prime, lui, a le droit à la pleine subvention à Saint Graal, Toyota, 10 000 $ de subvention. Mais si on en commande un maintenant, on ne l'a peut-être pas d'ici la fin de l'année. Du moins quand on vise la version la moins chère, le SE. XSE Technologie semble avoir un peu plus de disponibilité. Fait que ça, c'est entre autres un des facteurs qui a motivé ma décision. Je ne pense pas que les gens devraient se précipiter pour acheter des véhicules d'ici la fin de l'année en fonction des subventions. Je pense qu'il va y avoir des baisses de prix de certains modèles l'année prochaine. Ceci étant dit, je ne m'attends pas à ce que ce soit le cas pour le RAV4 Prime, puisqu'il est en forte demande et que tous les véhicules sont vendus essentiellement avant la livraison, à moins qu'il y ait une annulation.
Ils partent très rapidement. Mais pour l'Outlander PHEV, il y en a en stock et ils sont admissibles à toutes les subventions. On va tout de suite aller sous le capot. On utilise le moteur plus comme une génératrice que comme un moyen d'entraîner les roues directement, bien que ce mode-là soit aussi possible. Fait que là, il faut faire un peu la distinction. Ici, on est plus proche de la Volt. Donc, le moteur est utilisé comme une génératrice principalement. Le moteur à essence, c'est un moteur 2,4 litres, 130 quelques chevaux. C'est basé sur le fameux World Engine qui était utilisé par Chrysler, Mitsubishi, d'autres constructeurs à l'époque, qui est avec nous depuis à peu près 20 ans. Évidemment, ce moteur-là a été modernisé, mais son âge paraît ou transparaît dans la consommation d'essence en mode hybride. On va revenir à ça plus tard. Donc, le moteur est branché à un générateur et puis les roues sont entraînées principalement par deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. Donc, on fait le système de traction intégrale, le Super All-Wheel Control de Mitsubishi, grâce à cette mécanique-là, où on a un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière. Donc, dans le mode normal d'utilisation, c'est l'électricité qui entraîne les roues, contrairement, par exemple, à un RAV4 Prime, où est-ce que là, en mode hybride, on a le moteur à essence qui est connecté à une CVT qui, elle, peut être alimentée par le moteur électrique ou le moteur à essence ou les deux en même temps. Ici, c'est vraiment l'électricité qui fait la majorité du travail. Et on a un deuxième mode sur l'autoroute et on a un entraînement direct des roues par le moteur. Ce que je comprends, corrigez-moi si je me trompe, c'est que c'est un système essentiellement à une vitesse. Donc, si on a un seul rapport de transmission, il n'y a pas de CVT, c'est plus à des vitesses d'autoroute ou à partir d'une bonne vitesse que ça va fonctionner. Donc, si la batterie est déchargée, qu'on est en ville, le moteur à essence va se comporter comme une génératrice. C'est le moteur électrique qui entraîne les roues. Une fois qu'on tombe sur l'autoroute, bien là, il y a un entraînement direct des roues par le moteur à essence en combinaison avec l'électricité. Donc, on pourrait tomber en mode hybride où est-ce que c'est le moteur à essence principalement qui entraîne les roues. Et après ça, si on fait un dépassement, une accélération, on a une bonification de la puissance par la motorisation électrique. La puissance combinée, c'est, je crois, 242 chevaux, environ 240 chevaux, et énormément de couple, 332 livres-pieds de couple. Donc, on a plus de couple, moins de puissance qu'un RAV4 Prime qui aurait 302 chevaux, quand même énormément de puissance. Et je crois que cet écart-là vient principalement de l'écart de puissance des moteurs à essence. Ici, on a à peu près 130 chevaux. Puis, c'est un peu complexe, là, mais puis je pourrais peut-être aller plus dans le détail dans une autre vidéo. Je crois que la puissance maximale du moteur à essence est peut-être en fait réduite par la configuration architecturale de ce moteur-là. Si on a une seule vitesse et que le moteur à essence est branché directement aux roues et qui est fait pour fonctionner à une, disons, puissance ou à une vitesse normale d'autoroute où là, le moteur tournerait à peut-être 2000 tours dans ces eaux-là, bien, ça serait très difficile d'aller chercher la pleine puissance du moteur, peut-être 5 ou 6000 tours, parce qu'on serait rendu à des vitesses ridicules. Donc, évidemment, on ne pourrait pas dire « OK, le moteur fait 200 chevaux à 6500 tours, mais on a un seul ratio de transmission. Donc, pour atteindre cette puissance-là, il faudrait rouler 320 km/h, ça ne ferait aucun sens. » Fait que je pourrais peut-être explorer un peu plus ce sujet-là si ça vous intéresse, sinon on va passer à autre chose. Au niveau de la batterie, 20 kWh, donc c'est la plus grosse batterie qu'on retrouve là, dans les modèles PHEV, disons, typiques, plus qu'un RAV4 Prime, mais on a moins d'efficacité. Et l'autonomie est donc similaire, là, 61 km dans celui-ci, 63 dans le RAV4 qui a une batterie de 18 kWh. Ce que je comprends aussi, c'est qu'on a relativement peu là, de plage de buffer en haut de la charge de la batterie, mais on s'en garde une bonne proportion là, de buffer justement au bas parce que c'est principalement un véhicule électrique. Donc, on ne peut pas compter sur un mode hybride où est-ce que ça serait principalement le moteur à essence qui ferait le travail. Il faut quand même qu'on ait une charge de la batterie parce que ce sont les moteurs électriques qui entraînent les roues dans un contexte là, urbain comme on l'a expliqué auparavant. Mitsubishi, bien évidemment, là, offre depuis de nombreuses années une garantie qui est différente des autres manufacturiers, là, où est-ce qu'ils garantissent le groupe motopropulseur pour 10 ans, 160 000 km. C'est aussi le cas pour la batterie. Au moment où on a choisi ce véhicule-là, il y avait aussi une promotion, la garantie comme régulière, mais qui n'est pas le 3 ans, 60 000, mais qui était ce qui est déjà couvert 5 ans, 100 000
était prolongé à 10 ans, 160 000 km. C'est des véhicules qui, à première vue, là, sur papier, sont beaucoup mieux garantis que d'autres. Ça rassure beaucoup de gens. À l'arrière du Outlander PHEV se cache un très gros couvert de ports de recharge. Et c'est parce qu'on a deux ports de recharge, en fait. Donc, si on l'ouvre, on a notre port J1772, le typique port recharge niveau 1, recharge niveau 2. Recharge niveau 2 maximum 3,7 kW. Ça, c'est un défaut par rapport à RAV4 Prime qui permet 6,6 kW, du moins dans les versions vendues au Canada. C'est 3,3 pour certaines versions aux États-Unis. Donc, on est plus limité à ce niveau-là, environ 6,5 heures pour la recharge versus environ 3h30, 4 heures, 3 heures à 4 heures pour le RAV4 Prime. C'est peut-être plus un défaut si, par exemple, vous vous déplacez, puis vous allez au restaurant, vous voulez charger pendant ce temps-là, ou vous revenez à la maison, vous avez d'autres déplacements à faire, vous voulez charger entre les deux, un peu moins rapide. Mais on a un port CHAdeMO pour la recharge rapide jusqu'à 33 kW. C'était 25 dans l'ancienne version du Outlander PHEV. Ça, c'est vraiment unique au Outlander en termes de recharge rapide sur des PHEV en Amérique du Nord. Ailleurs, dans d'autres marchés, c'est un peu plus commun. Peu pertinent, honnêtement, parce que le coût de l'électricité que vous allez mettre là versus de l'essence, si vous êtes en train de faire des longs déplacements, ça revient un peu au même. Mais si vraiment vous voulez insister sur la recharge, puis maximiser votre consommation d'électricité, minimiser votre consommation d'essence, bien là, le port CHAdeMO existe. Il va vous donner à peu près en 30 minutes là, une bonne quantité de charge dans la batterie. Évidemment, le port CHAdeMO est en disparition et il y a des gens qui font des adapteurs pour permettre de maintenir en vie ces voitures 100% électriques comme la Mitsubishi Miev et la Nissan Leaf qui avaient seulement un port CHAdeMO. Mais bon, ça reste là, très niché. Si c'est quelque chose que vous voulez explorer, vous nous en parlerez aussi. Le port CHAdeMO, en théorie, permet des fonctionnalités où on extrait l'énergie de la voiture pour la rendre disponible pour la maison ou le réseau électrique. Mais encore là, ça a l'air très obscur. Je vais poser plus de questions à Mitsubishi. Si j'ai des réponses dans les prochaines semaines, prochains jours, je m'assurerai de les présenter dans une autre vidéo. Nous sommes maintenant à l'avant du Outlander PHEV 2024. La version qu'on a aujourd'hui, c'est le LE. Donc, on a ES, LE, SAL, GT, GT truc push. Bref, donc, on a ici les bancs en faux cuir, faux suède, qui sont quand même de bonne facture. Le SAL, lui, a un intérieur capitonné qui a l'air extrêmement luxueux. GT, on tombe avec le cuir. Fait qu'il y a quand même toute une gamme là, au niveau de l'intérieur, mais même dans les versions moins chères, au niveau de l'équipement, c'est assez bien. Fait que le véhicule qu'on essaie aujourd'hui, bien que ce ne soit pas un modèle haut de gamme, on a quand même la caméra 360 qui fonctionne super bien. On a bien évidemment les bancs chauffants. Ça, c'est typiquement de base. Le volant chauffant, pas toujours. Après ça, on a quand même beaucoup de surfaces moussées, faux cuir, ce genre de choses-là. Quand même certaines surfaces dures. On n'a pas la version la plus luxueuse du modèle aujourd'hui. Au niveau du combiné d'instruments entièrement numérique, ça c'est super bien. Dans les versions plus luxueuses, on peut avoir un affichage tête haute. Ceci étant dit, dans le combiné d'instruments numériques, on peut quand même accéder aux fonctionnalités du GPS. Donc, on ne voit pas la carte, mais on voit les prochaines indications pour les virages. Donc, ça, c'est quand même agréable. Ça permet de garder les yeux droits devant. Au niveau du système d'infodivertissement, très vieillot dans son interface conventionnelle ou régulière. Ça fait vraiment vieux, ça fait pas du tout 2024, mais on a Android Auto avec fil et Apple CarPlay sans fil. Donc, c'est sûr que je vous invite à utiliser votre téléphone là, pour faire fonctionner ce système d'infodivertissement-là. Et une fois qu'on est dans Android Auto ou dans CarPlay, on a accès à toutes les fonctionnalités auxquelles on devrait avoir besoin. Au niveau de l'interface, bien évidemment, qui est gérée par le téléphone, ça fait beaucoup plus moderne là, que l'interface conventionnelle. Il y a un système de navigation intégré qui ne requiert pas le téléphone, mais encore une fois, il fait très vieillot. On a l'impression d'être dans un GPS TomTom d'il y a 10 ans. On n'est vraiment pas au niveau de la navigation intégrée Google Maps qu'on retrouve par exemple dans un véhicule GM ou le système de navigation que Tesla fonctionne. Il y a aussi des services connectés là, qui viennent avec une application qui est gratuite pour 2 ans. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'après 2 ans, mais ça fait moins que 2 ans que ça a été introduit, les frais seront de 299 $ par année, ce qui apparaît complètement exagéré.
Il faudra voir ce qu'il y en est par la suite. Je ne sais pas si ça a une influence au niveau du GPS. On a aussi le chargeur à induction seulement à partir de la version LE. Donc, ça, c'est un des facteurs personnellement là, qui m'a motivé à choisir cette version-là versus le ES de base, pour lequel il y a un peu d'attente, mais quand même qu'il est possible d'en avoir un cette année. Il y a d'autres éléments. Pour l'intérieur, bon, j'apprécie ces sièges-là. Je me serais contenté des sièges anti-soucis. Le toit panoramique, là, il y a un très grand toit panoramique, ça c'est bien. Ça vient dans la version LE, mais ce n'est pas non plus là, un facteur qui me motive tant que ça. Nous voici maintenant à l'arrière du Outlander PHEV. On a quand même un bon dégagement pour les jambes. Fait particulier, les bancs à l'arrière peuvent s'avancer et se reculer. Et ça, c'est bon. C'est bon pour ajouter de l'espace cargo à l'arrière. Ça n'a pas besoin de tout l'espace, mais c'est surtout pour permettre à des gens qui sont munis de jambes de s'asseoir à la troisième rangée. On va vous montrer la troisième rangée après, là, mais je me suis déjà contorsionné pour embarquer à la troisième rangée d'un Outlander PHEV. Donc, je vais vous dire le punch tout de suite. C'est pas fait pour les adultes ou pas fait pour les gens qui ont des jambes. La porte, elle rouvre à 90 degrés, ou presque 90 degrés. C'est quelque chose qu'on avait trouvé très, très, très bien dans le Nissan Rogue quand on l'avait essayé. Donc, très pratique pour les parents qui veulent évidemment entrer un siège d'enfant, ce genre de choses-là. Donc, on a une bonne ouverture. Ceci étant dit, dans le bas de la porte, l'ouverture est plus faible. Ce n'est pas nécessairement un problème pour entrer, mais l'influence que ça va avoir, c'est le fait que cette vitre-là, elle descend relativement peu. En pleine ouverture, évidemment, on ne vient pas au seuil de la porte. Dans beaucoup de véhicules, beaucoup de VUS, c'est un peu la même chose. C'est juste un peu plus prononcé ici. On a les mêmes matériaux qu'à l'avant, avec des surfaces moussées, les sièges faux cuir, faux suède, quand même quelques surfaces dures, mais on n'a pas non plus l'impression qu'on a mis un intérieur qui était moins luxueux à l'arrière. On a la climatisation 3 zones dans la version LE, assez bien. Typiquement, on n'aurait pas ça à moins d'avoir une version plus haut de gamme d'un véhicule. Fait que là, Mitsubishi ici sont légèrement moins chers que la RAV4 Prime en termes de prix. Pas tant que ça, mais on mise sur le fait qu'on a un véhicule un peu plus volumineux et un peu plus d'équipement aussi, parce qu'il y a beaucoup des choses qu'on retrouve ici qu'il faudrait avoir un XLE technologie, au niveau XSE technologie au niveau du RAV4 Prime pour avoir, entre autres, une prise 1500 watts. Donc, si vos enfants ou vos passagers à l'arrière ont un équipement à brancher, ou je ne sais pas, moi, si vous voulez faire du camping puis vous amener un toaster électrique, cafetière, ce genre de choses-là, le Outlander PHEV va vous servir. La petite console centrale à l'arrière, cependant, elle est, je trouve que le matériel là, en plastique dur, ça fait quand même cheap pour une voiture de 54 000 $. Donc, je vais vous amener avec moi dans la troisième rangée. J'ai déjà ravancé les sièges un peu. Vous voyez, on a un peu de dégagement. Les tapis sont très, très, très bleus dans leur bordure. Honnêtement, je ne comprends pas tout le concept. J'avais vu ça dans celui qu'on avait essayé l'année dernière, puis je n'avais pas réalisé que c'était un équipement standard. Puis on voit aussi là, la batterie. Ce que je comprends, c'est que dans un Outlander régulier, il y a un peu plus de dégagement à l'arrière. Puis dans le PHEV, à cause de la présence de la batterie de propulsion, c'est plus petit. Donc, je m'assois ici, je ramène le siège, puis vous voyez, là, c'est très, très, très limité. Je pourrais peut-être avancer le siège un petit peu plus, mais c'est vraiment, vraiment limite. Et au niveau de la tête, je vais vous montrer ça aussi. Vous voyez, au niveau de la tête, là, moi, je fais à peu près 1,71 m. Là. Clairement, mon crâne est pressé au sommet. Fait que c'est vraiment pour des personnes plus petites, des enfants. Puis pour des enfants, pour des moyens trajets, ça va probablement être acceptable. Pour des adultes, là, si vous faites des très courts trajets, là, mettons, puis vous acceptez d'être comme ça, c'est quand même un bon étirement pour le cou. Ça pourrait être acceptable. Mais si vous pensez que la troisième rangée est vraiment plus utilisable là, dans la version non PHEV du Outlander, je serais curieux d'en apprendre plus. Mais tu sais, c'est vraiment pas confortable pour un adulte. Là. Ça demeure très accessoire ou pour des enfants. Je vais maintenant vous faire une proposition intéressante d'utilisation de la troisième rangée. Vous voyez là, je suis à la troisième rangée. Ici, il y a le bouton de rabattage à la troisième rangée accessible par le coffre. On va tirer dessus et puis
Évidemment, le siège de la deuxième rangée sera bas. Et puis là... Ah! Puis là, en étant un peu plus incliné, ma tête ne touche pas trop au plafond. Intéressant, intéressant. C'est quand même surprenamment confortable. Nous sommes maintenant à l'arrière du Outlander PHEV. Là, je vais vous montrer quelque chose. Je ne dis pas que je suis converti, là. Mais le Outlander PHEV, c'est la première voiture que j'ai vue que le système d'ouverture de la porte en utilisant un mouvement du corps humain fonctionne. Donc, normalement, on fait ceci et la porte ouvre. Bien sûr, c'est une voiture neuve. Je ne sais pas, peut-être que le capteur est propre et tout, peu importe. Ça fonctionne à chaque fois. Donc, peut-être que je vais finir par accepter des vérins électriques ou un coffre à ouverture électrique. Si ça fonctionne, évidemment, on peut aussi l'alimenter avec la télécommande ou le bouton qu'il y a dessus. Il y a même un bouton qui permet, puis ça, bon, il y a d'autres véhicules qui le font, d'appuyer, fermer le coffre et verrouiller les portes. Donc, si par exemple, vous prenez un chargement, vous prenez des choses dans le coffre et c'est la dernière interaction que vous faites avec la voiture, vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur le bouton pour verrouiller les portes sur la clé par la suite. On a quand même un bon volume de coffre avec la troisième rangée rabattue. Je crois que c'est la configuration dans laquelle les gens vont le plus utiliser la voiture. Donc, bon volume de coffre, probablement un petit peu plus qu'un certain nombre de VUS compacts, mais on n'a pas de sous-coffre à cause de la présence de la troisième rangée. Donc, ici, on a notre troisième rangée. La batterie est un peu plus loin à l'avant. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour soulever cette troisième rangée-là. On vient ici. Ensuite, on tire. On ouvre les appuis-têtes. C'est un peu ridicule à envoyer. Ils dépassent le seuil du coffre, sont essentiellement dans la vitre. Mitsubishi recommande d'utiliser la troisième rangée seulement pour des gens de 5 pieds 2. Et puis là, on a un dégagement qui apparaît, le volume où est-ce qu'il y avait la troisième rangée. Je vous dirais, probablement possible d'embarquer une épicerie, quelques sacs d'épicerie derrière la troisième rangée. Puis c'est principalement possible parce qu'on révèle là, cet endroit-là. Il y a des gens qui retirent la troisième rangée. Il n'y a pas nécessairement de kit qui permet de faire ça puis d'obtenir un sous-coffre en maintenant là, cet espace-là libre, là, puis un plancher plat. Mais bon, il y a des gens qui explorent là, ces possibilités-là sur les forums. On verra si c'est quelque chose que je fais. Je n'ai pas nécessairement besoin de la troisième rangée, sauf dans des rares cas exceptionnels. Donc, c'est ça au niveau de ça. C'est un véhicule, je pense, qui va être principalement utilisé en configuration en 2 rangées. Mais on a une troisième rangée, 2 places pour le dépannage. Honnêtement, dans mes choix, j'ai aussi considéré des vrais VUS intermédiaires à 3 rangées, entre autres le Subaru Ascent. Je regardais dans l'usager, c'était difficile de trouver une voiture de qualité à bon prix qui ne se vendait pas instantanément avant même qu'il y ait des photos sur le site des concessionnaires. Dans le neuf, c'était plus cher. Puis bon, là, avec le Mitsubishi, on avait quand même la composante électrifiée au quotidien. On ne consommera pas d'essence, sauf peut-être l'hiver. Fait que ça, c'était intéressant. Nous voici maintenant enfin au volant du Outlander PHEV. Pour le démarrer, il y a une séquence particulière. Il faut s'assurer, si on veut forcer le mode EV, de faire ceci. On appuie sur le bouton Power sans appuyer sur le frein. On tombe en mode accessoire. À ce moment-là, on presse sur le mode EV. Vous pouvez aussi choisir la conduite à une pédale à ce moment-là parce qu'elle n'est pas retenue dans le système en mémoire. Et puis là, on démarre la voiture. Quand on suit cette séquence-là, en fait, ça va assurer que vous mainteniez le mode EV. Il y a quand même des conditions dans lesquelles le moteur pourrait démarrer, le moteur à essence, mais cette séquence-là, en général, elle va vous assurer que vous ayez le mode EV, plus que si vous faisiez juste démarrer le véhicule puis presser sur EV. On peut donc maintenant commencer à conduire. Donc, on se met sur Drive et on y va. La conduite du Outlander PHEV est plus près de celle d'une voiture électrique que bien des véhicules PHEV. Puis c'est au niveau de sa conception, plus près d'une Volt que, par exemple, d'un RAV4 Prime ou d'un Escape PHEV. On n'a pas de CVT, une seule vitesse. On a beaucoup de couple. J'ai remarqué que quand on fait des fortes accélérations, des fois,
ça va venir solliciter le démarrage du moteur à essence. Donc oui, on a le bel effet de couple des voitures électriques, mais il faut faire attention à ça. Bien qu'on soit équipé en roue de 18 pouces, on a quand même là un comportement routier qui est bien. Les versions en roue de 20 pouces, c'est probablement ça en fait là, pour laquelle la suspension est calibrée, mais en 18 pouces, on a un bon comportement. Nissan Rogue en 17 pouces, pour en avoir essayé un, c'était très mou, vraiment bizarre et difficile à prédire comme comportement. Mais là, en 18 pouces dans le Outlander, c'est assez bien. D'ailleurs, je m'étais demandé si je voulais mettre des roues de 17 pouces dans cette voiture-là, des roues de Outlander. Puis là, j'ai essayé de passer mon petit doigt entre l'étrier de frein et la roue de 18 pouces, puis ça ne passait pas. Donc, je doute que ce soit réellement possible. Consommation moyenne jusqu'à maintenant, environ 23 kWh au 100 km. Il fait très chaud cette semaine. Forte utilisation quand même là, de la climatisation. Puis je vais vous montrer aussi une séquence où, avant de démarrer, j'avais 102 km d'autonomie électrique qui était affichée avec la climatisation éteinte et 76 km avec la climatisation démarrée. Vous allez me dire, oh, mais Gabriel, c'est pas comme 61 km d'autonomie. Oui, mais dans la réalité, là, surtout en ville, on est capable de faire une très bonne autonomie. Si vous voulez voir un test d'autonomie où on essaie d'aller maximiser, chercher le maximum de distance, dites-nous là dans les commentaires, puis on regardera pour faire ça. On peut, et ça c'est très bien, rouler à vitesse d'autoroute en mode 100% électrique. Là, ça va vous donner, là, selon les gens qui ont fait les tests, une soixantaine de kilomètres, là, ce qui est en fait ce que Ressources naturelles Canada indique dans la documentation de ce véhicule-là. On va maintenant faire l'essai du système de régulateur de vitesse au radar. On a un système là, qui est assez de base au sens où il y a des fonctions de conduite, d'assistance à la conduite plus avancées dans des versions plus chères de ce véhicule-là. Donc, on n'a pas nécessairement là, le maintien de voie ou ce genre d'affaires-là, mais on a un bon régulateur de vitesse au radar conventionnel qui fonctionne assez bien. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Personnellement, ça me satisfait. Oui, c'est cool la conduite autonome, c'est le fun. C'est très bien les véhicules qui l'offrent. Généralement, ça va soit être des véhicules plus chers ou il y a des constructeurs qui le font bien. Tu sais, des fois, c'est associé à des abonnements ou à des frais assez élevés. Donc, je suis un peu mitigé par rapport à ça. Il y a des palettes au volant aussi là, pour changer de mode de conduite, ou plutôt changer le freinage régénératif, mais c'est en mode conduite à une pédale, là, ce que Mitsubishi appelle la pédale magique, ou ce que les gens au concessionnaire ont appelé la pédale magique. C'est ce qui va aller vous chercher le plus de freinage régénératif. Donc, si ce que vous voulez, c'est maximiser l'autonomie électrique, bien, on vous invite à utiliser la conduite à une pédale si vous voulez maximiser l'autonomie électrique. Ceci étant dit, elle ne va pas permettre de réaliser un arrêt complet aux environs de 10 km/h, 10-11 km/h. C'est comme si le freinage régénératif se relâchait, puis on s'attend à ce que vous utilisiez la pédale de frein pour arriver à un arrêt complet. Ça fait un peu le tour pour notre essai routier. On se retrouve dans la conclusion. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai. Je vous ai promis de vous dire pourquoi j'ai choisi ce véhicule-là par rapport à un RAV4 Prime, donc on va y aller très rapidement. Premier facteur, puis là je vous parle des facteurs qui moi m'ont intéressé, pour vous ou pour quelqu'un d'autre ça pourrait être différent. La disponibilité, j'avais la certitude d'en avoir un rapidement versus un RAV4 Prime pour un XSE, pas garanti de l'avoir cette année avant la fin de la subvention. Puis de toute façon, on voulait un véhicule plus rapidement que ça. J'avais considéré aussi des véhicules thermiques dans l'usager, c'est de mettre un peu moins d'argent dans la voiture. Subaru Ascent, par exemple, mais c'est un format peut-être qui était un peu trop gros, puis c'est difficile de trouver à bon prix un modèle disponible dans le légèrement usagé. Fait que ce véhicule-là s'est présenté comme une belle opportunité, super disponible rapidement. Est-ce que c'est mieux qu'un RAV4 Prime? Bien, c'est pas mieux, c'est très différent. Le RAV4 Prime a l'avantage d'être beaucoup plus économique sur l'autoroute en bénéficiant du moteur thermique le plus efficace au monde, le fameux 2,5 litres à cycle Atkinson de Toyota. Donc, si vous voulez faire énormément de routes ou beaucoup de longues distances régulièrement, le RAV4, c'est un meilleur choix. Sinon, au quotidien, dans vos déplacements en ville, bien, vous allez faire à peu près la même chose, 0 litre au 100 parce que vous fonctionnez sur l'électrique. Les autonomies électriques sont assez similaires. Fait que ça, c'est les facteurs qui m'ont intéressé au niveau, entre autres, du prix. Bon, si on avait voulu avoir un RAV4
Prime cette année. Il aurait fallu aller vers un XSE technologie, c'est beaucoup plus dispendieux. C'est similaire en termes d'équipement à ce véhicule-là, peut-être quelques petits trucs de plus. Mais le Outlander PHEV est en général mieux équipé à prix égal. Les taux aussi, financement, c'était différent. Fait que c'est à peu près ça. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'aurais dû acheter un RAV4 Prime? Est-ce que j'aurais dû attendre? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis si vous pensez que j'ai fait une erreur, bien, je veux le savoir. Autant que si vous croyez que j'ai fait un bon choix, des Outlander PHEV, c'est le véhicule le plus vendu par Mitsubishi en ce moment. Ils se vendent comme des petits pains chauds. Ils en livrent toujours, tous les jours, plusieurs. Fait que ça, c'est super bien. Si on va chez Toyota, on va voir peut-être 2 RAV4 Prime vendus dans la cour. Fait que c'était ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu qu'on a produit, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être notifié qu'une nouvelle vidéo est disponible. Si vous voulez voir des vidéos comme celle-ci en primeur et voir votre nom apparaître dans le générique à la fin des vidéos, vous pouvez cliquer sur « Se joindre », devenir membre et faire partie de notre petite communauté de plus d'émilages. C'était Gabriel. On se dit à la prochaine.